Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a rendu ce lundi 15 juillet son verdict concernant le nouveau code électoral du Burkina Faso. Les détails dans ce journal. Ouverture ce lundi des consultations nationales au Congo, des consultations initiées par le président Denis Sassou Nguesso, mais boycottées par l'opposition. Et Addis Abeba, la capitale éthiopienne, accueille depuis ce lundi 13 juillet et ce jusqu'au 16 juillet la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Au cours de cette conférence, les participants se pencheront sur les moyens nécessaires pour éradiquer la pauvreté afin de réduire définitivement les inégalités. C'est donc ce lundi que la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devait rendre sa décision dans l'affaire qui oppose l'État burkinabé à l'ancienne majorité, puisque selon elle, le nouveau code électoral qui exclut de la présidentielle et des législatives d'octobre les partisans du président déchu Blaise Compaoré n'est pas constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO a donné raison aux anciens partisans du président Blaise Compaoré tout en reconnaissant à l'État burkinabé le droit de restreindre les droits de certaines personnalités à se présenter à une élection présidentielle. Une décision qui apparaît donc comme équilibrée pour de nombreux observateurs. On fait le point avec ce sujet d'Emmanuel Milimono. Décision jugée équilibrée dans l'affaire du nouveau code électoral opposant l'État du Burkina Faso aux membres de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. La Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est prononcée ce lundi 15 juillet. Elle reconnaît à l'État burkinabé le droit de restreindre les droits de certaines personnalités à se présenter à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. La Cour ordonne également à l'État de permettre à ceux qui n'étaient pas directement concernés par la gestion du pouvoir sous l'ère de l'ex-président Blaise Compaoré d'y participer. La Cour reproche au législateur burkinabé d'avoir pris une décision qui ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, mais qui peut être, en raison de l'ambiguïté de sa rédaction, étendue à des personnes qui n'étaient pas dirigeantes au moment des faits, tout en lui reconnaissant le droit d'apporter des restrictions en matière électorale. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, avait déposé un recours auprès de cette Cour de justice pour l'inconstitutionnalité du nouveau code électoral adopté le 7 avril 2015 par le Conseil national de la transition et promulgué 3 jours plus tard par le président du Faso, Michel Kafando. L'objet du recours de l'ex-majorité concerne les conditions d'inéligibilité de certains proches de l'ancien pouvoir. Les deux parties repartent sur une décision plutôt équilibrée. Je pense que c'est une décision aussi qui n'est pas mauvaise pour nos contradicteurs. Ce que la Cour a voulu indiquer, c'est demander à l'État de Burkina Faso d'apporter les aménagements nécessaires pour que les restrictions ne frappent que les dirigeants. L'un des articles du nouveau code électoral disqualifie en effet pour les futures élections toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Selon la Cour de justice de la CEDEAO, certaines personnalités qui n'étaient pas partisans des changements inconstitutionnels en question peuvent bel et bien prendre part au scrutin. Ouverture du dialogue national au Congo, un dialogue initié par le président Denis Sassou Nguesso et boycotté par l'opposition, puisque si le chef de l'État a ouvert ses consultations pour débattre de l'avenir des institutions et de l'organisation des prochaines élections, l'opposition le soupçonne d'avoir initié ce dialogue uniquement pour modifier la Constitution et briguer un 3e mandat. Les enjeux de ce dialogue racontés par notre envoyé spécial au Congo, Marie-Angèle Touré. Fait dans le chef-lieu de la Lékoumou, à 250 km à peu près de Brazzaville, qu'ont démarré ce lundi les travaux du dialogue national. Ils ont démarré aux alentours de 16h, heure locale. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, près d'une dizaine de ministres et quelques représentants de l'opposition étaient présents, tels que ceux de l'UPADS par exemple. Cependant, certains sièges réservés aux partis politiques d'opposition sont restés vides avant bien sûr d'être utilisés par des membres de la société civile qui s'intéressent à ce dialogue. Après le mot de bienvenue du préfet de la Lékoumou, André Ovu, c'est le directeur de cabinet du président de la République et ministre d'État, Firmin Ayessa, représentant du président, qui a officiellement ouvert ces travaux. Car oui, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas fait le déplacement, comme l'espéraient certains. Un dialogue orchestré par plusieurs vice-présidents, dont un de la majorité présidentielle, un de l'opposition et un des partis du centre, accompagné des secrétaires rapporteurs et du trésorier. Et pour l'anecdote, les participants ont d'ailleurs noté que cette équipe était exclusivement masculine.
Tous ces participants ont 4 jours pour discuter de questions capitales qui engagent l'avenir du pays. Nous verrons bien comment les Congolais comptent répondre à ces 2 questions. Tout d'abord, comment devrait-on organiser les scrutins à venir et doit-on faire évoluer les institutions de la République ? Et 3e conférence internationale sur le financement du développement. L'événement s'est ouvert ce lundi matin à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Ce rendez-vous ambitionne d'explorer les différentes pistes visant à mobiliser les financements pour réduire l'extrême pauvreté. Et ce, d'ici à 2030, jusqu'à jeudi, Addis Abeba devrait donc accueillir une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les plus hauts responsables des Nations Unies. Liselsia Kizimana. La 3e conférence internationale sur le financement du développement a débuté ce lundi 13 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Des milliers de délégués, des centaines de ministres et chefs d'État des pays donateurs et en développement réfléchissent ensemble afin de trouver les meilleures stratégies pour une éradication durable de la pauvreté dans le monde. J'exhorte les dirigeants mondiaux et les ministres réunis ici cette semaine à faire preuve de flexibilité et de sens du compromis. Laissons de côté ce qui nous divise et nos intérêts particuliers pour travailler ensemble au bien-être commun de l'humanité. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a invité les pays développés à consacrer au moins 50% de leur aide publique au développement aux pays qui en ont le plus besoin. Mais les experts au développement restent convaincus que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, surtout en Afrique, est de privilégier des pistes internes au pays. Les pays africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour trouver des ressources internes. Et pour trouver des ressources internes, il faut 3 choses. D'abord, mettre en place un bon cadre macroéconomique qui fasse en sorte que la gestion budgétaire soit saine. Ensuite, améliorer la collecte des recettes internes, les taxes, les impôts et autres. Et doit faire une bonne qualité de dépenses pour que réellement les dépenses soient dirigées dans les secteurs les plus d'impact. Et si je peux compliquer ça, c'est mobiliser aussi l'investissement privé interne. Par rapport à d'autres continents, l'Afrique compte énormément de richesses du sous-sol, des atouts que les pays peuvent utiliser afin d'éradiquer la pauvreté. Nous avons des pays aussi riches, comme le Gabon, qui ont des ressources du sol et du sous-sol. Mais nous recevons beaucoup d'argent. Nous avons des multinationales étrangères qui sont là-bas, qui travaillent. Certes, nous avons le discours qui dit souvent qu'ils exploitent nos États. Mais ces multinationales de l'argent, est-ce que cet argent est injecté pour le développement, pour endiguer les inégalités? Je dirais non, pas totalement. Donc, pour endiguer les inégalités, il faudrait que l'argent qui sort de nos ressources, cet argent doit être injecté dans les projets de développement. La 3e conférence internationale sur le financement de développement intervient après celle de 2002 à Monterrey au Mexique et celle de 2008 à Doha au Qatar. Et sachez que le président nigérian Muhammadu Buhari a limogé le chef d'état-major des armées, les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Ces derniers ont immédiatement été remplacés. Ainsi, Abayomi Gabriel Olinashakine a été nommé chef d'état-major. Monsieur Bouratai prend la tête de l'armée de terre. Ibok Ete Ekoibas dirige aujourd'hui la marine. Et Sadiké Aboubakar prend le commandement de l'armée de l'air. Et ces limogeages interviennent alors que ce lundi, un kamikaze s'est fait exploser à un poste de contrôle militaire en périphérie de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. Sao Tomé et Principe a célébré ce dimanche 12 juillet le 40e anniversaire de son indépendance. Plusieurs délégations ont fait le déplacement pour l'occasion, dont le 2e vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangué. Les 2 pays entretiennent en effet des liens étroits, notamment au niveau de la coopération économique. Reportage de notre envoyé spécial Polycarpo et Doumassa. Un petit problème technique, nous reviendrons bien évidemment sur ce sujet dans la prochaine édition. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Putain, mais si, c'est bizarre. Comment ça, vous l'avez pas? Je comprends pas. Putain. Si, je l'ai écrit, c'est qu'à un moment, il y a été, qu'on l'a enlevé, mais qu'on m'a pas dit, en fait. On refait le closer?
Il y avait le sujet, mais ce n'était pas sur ton conducteur. Pardon? Il y avait le sujet, mais le conducteur, il n'y avait pas ce sujet dessus. Il y avait le sujet, mais pas sur mon conducteur, c'est-à-dire? Bref, il faut refaire la fin de toute façon. Ok? Faire juste le closer, comme tu as fait le lancement du sujet, on va le mettre au montage. Ok, ça marche, super. Juste le closer après. Ok. 3, 2, 1. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information. CBT 2015, c'est en effet dans le chef-lieu de la Lékoumou, à 250 km à peu près de Brazzaville, qu'ont démarré ce lundi les travaux du dialogue national. Ils ont démarré aux alentours de 16h, heure locale. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, près d'une dizaine de ministres et quelques représentants de l'opposition étaient présents, tels que ceux de l'UPADS par exemple. Cependant, certains sièges réservés aux partis politiques d'opposition sont restés vides avant bien sûr d'être utilisés par des membres de la société civile qui s'intéressent à ce dialogue. Après le mot de bienvenue du préfet de la Lékoumou, André Ovu, c'est le directeur de cabinet du président de la République et ministre d'État, Firmin Ayessa, représentant du président, qui a officiellement ouvert ces travaux. Car oui, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas fait le déplacement, comme l'espéraient certains. Un dialogue orchestré par plusieurs vice-présidents, dont un de la majorité présidentielle, un de l'opposition et un des partis du centre, accompagné des secrétaires rapporteurs et du trésorier. Et pour l'anecdote, les participants ont d'ailleurs noté que cette équipe était exclusivement masculine. Tous ces participants ont 4 jours pour discuter de questions capitales qui engagent l'avenir du pays. Nous verrons bien comment les Congolais comptent répondre à ces 2 questions. Tout d'abord, comment devrait-on organiser les scrutins à venir et doit-on faire évoluer les institutions de la République ? Et 3e conférence internationale sur le financement du développement. L'événement s'est ouvert ce lundi matin à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Ce rendez-vous ambitionne d'explorer les différentes pistes visant à mobiliser les financements pour réduire l'extrême pauvreté. Et ce, d'ici à 2030, jusqu'à jeudi, Addis Abeba devrait donc accueillir une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les plus hauts responsables des Nations Unies. Lizelsi Akizimana. La 3e conférence internationale sur le financement du développement a débuté ce lundi 13 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Des milliers de délégués, des centaines de ministres et chefs d'État des pays donateurs et en développement réfléchissent ensemble afin de trouver les meilleures stratégies pour une éradication durable de la pauvreté dans le monde. J'exhorte les dirigeants mondiaux et les ministres réunis ici cette semaine à faire preuve de flexibilité et de sens du compromis. Laissons de côté ce qui nous divise et nos intérêts particuliers pour travailler ensemble au bien-être commun
de l'humanité. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a invité les pays développés à consacrer au moins 50% de leur aide publique au développement aux pays qui en ont le plus besoin. Mais les experts au développement restent convaincus que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, surtout en Afrique, est de privilégier des pistes internes au pays. Les pays africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour trouver des ressources internes. Et pour trouver des ressources internes, il faut trois choses. D'abord, mettre en place un bon cadre macroéconomique qui fasse en sorte que la gestion budgétaire soit saine. Ensuite, améliorer la collecte des recettes internes, les taxes, les impôts et autres. Et faire une bonne qualité de dépenses pour que réellement les dépenses soient dirigées dans les secteurs les plus d'impact. Et si je peux compliquer ça, c'est mobiliser aussi l'investissement privé interne. Par rapport à d'autres continents, l'Afrique compte énormément de richesses du sous-sol, des atouts que les pays peuvent utiliser afin d'éradiquer la pauvreté. Nous avons des pays aussi riches, comme le Gabon, qui ont des ressources du sol et du sous-sol. Mais nous recevons beaucoup d'argent. Nous avons des multinationales étrangères qui sont là-bas, qui travaillent. Certes, nous avons le discours qui dit souvent qu'ils exploitent nos États. Mais ces multinationales de l'argent, est-ce que cet argent est injecté pour le développement, pour endiguer les inégalités? Je dirais non, pas totalement. Donc, pour endiguer les inégalités, il faudrait que l'argent qui sort de nos ressources, cet argent doit être injecté dans des projets de développement. La troisième conférence internationale sur le financement de développement intervient après celle de 2002 à Monterrey au Mexique et celle de 2008 à Doha au Qatar. Et sachez que le président nigérian Muhammadu Buhari a limogé le chef d'état-major des armées, les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Ces derniers ont immédiatement été remplacés. Ainsi, à Bayomi, Gabriel Olinashakin a été nommé chef d'état-major. Monsieur Buratai prend la tête de l'armée de terre. Ibok Ete Ekoibas dirige aujourd'hui la marine. Et Sadiké Aboubakar prend le commandement de l'armée de l'air. Et ces limogeages interviennent alors que ce lundi, un kamikaze s'est fait exploser à un poste de contrôle militaire en périphérie de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. Sao Tomé et Principe a célébré ce dimanche 12 juillet le 40e anniversaire de son indépendance. Plusieurs délégations ont fait le déplacement pour l'occasion, dont le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangue. Les deux pays entretiennent en effet des liens étroits, notamment au niveau de la coopération économique. Reportage de notre envoyé spécial Policarpo et Doumassa. Le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangue, a assisté dimanche 12 juillet aux festivités marquant le 40e anniversaire de l'indépendance de Sao Tomé-Principe. Une commémoration marquée par des activités culturelles et agricoles. L'agriculture est l'un des piliers de l'économie de ce pays d'Afrique lusophone. Le chef de l'État, Manuel Pinto da Costa, a relevé les nombreux progrès notés sur le plan politique depuis l'adoption du multipartisme en 1991. Il a également mis un accent sur les défis économiques de cet archipel de 1001 km². Nous sommes de nouveau à cette place emblématique pour célébrer la conquête de la liberté. Nous avons une démocratie consolidée. Notre indépendance pourra être totale et complète seulement quand nous aurons éradiqué la pauvreté. C'est un combat que nous menons depuis 40 ans. L'union entre tous les fils et les filles de ce pays sera nécessaire pour y arriver. Esse é combate que iniciamos há 40 anos e para o conseguirmos. La Guinée équatoriale et Sao Tomé-Principe maintiennent de bonnes relations depuis plusieurs années. À l'issue de sa visite, le deuxième vice-président équato-guinéen et le président Manuel Pinto da Costa ont passé en revue les accords de coopération en cours entre les deux pays. Je suis venu féliciter le président pour l'invitation de nos soldats au défilé militaire. Nous avons abordé aussi d'autres sujets concernant la coopération dans le secteur du transport, étudié la possibilité de relier Sao Tomé à l'île d'Annobon en Guinée équatoriale. D'autres sujets sur le plan économique ont également été abordés. Lors de la célébration de ces 40 ans d'indépendance, des soldats gabonais et équato-guinéens ont pris part au défilé militaire. Une troupe de danse de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, était également présente. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.